Je suis ému, bien sûr, de parler devant vous. Je pense que en 25 ans, c'est la première fois vraiment que je vais tenter de prendre la parole sur un sujet aussi lourd. Il y a 25 ans, j'avais 36 ans et je suis arrivé à Kigali. C'était ma première mission, comme l'a dit Doris, de coordinateur. J'étais fier. C'était mon rêve d'enfant. Quand j'étais petit, je voulais vraiment être sauveur de l'humanité, docteur justice, faire de l'humanitaire. Enfin voilà, il y en a qui veulent être pompier, moi je voulais être docteur humanitaire. Et j'avais réussi à devenir ce que j'avais rêvé. Donc c'était le Rwanda était, je ne connaissais pas du tout. Je venais d'Asie, j'étais au Laos pour la Croix-Rouge suisse. J'avais été un peu en Thaïlande, Cambodge. Donc j'étais pas un nouveau. J'avais fait des études de santé publique à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, donc j'avais un bagage assez solide. Et quand je suis arrivé au Rwanda, j'ai vu un tout petit pays, grand comme la Bretagne, justement, où il y avait tous les cas de figure qu'on pouvait trouver dans une école de santé publique. Il y avait une zone reconquise par la rébellion, enfin le FPR à l'époque. Il y avait une zone démilitarisée, il y avait 900 000 déplacés de guerre. Il y avait tous les acteurs humanitaires que vous pouviez rêver pour la coordination. Il y avait même des réfugiés au sud. Enfin, voilà, c'était vraiment pour quelqu'un qui voulait faire de la santé publique dans les pays en voie de développement ou dans les zones de conflit. C'était une situation de rêve. Donc le matin, je prenais ma voiture, j'allais voir les déplacés. Après, j'allais en zone démilitarisée. J'allais voir mes collègues médecins du Front patriotique rwandais. Après, j'allais négocier avec les médecins militaires des forces armées rwandaises. Voilà, ça faisait 1 an que j'étais dans cette situation. Et donc, pendant cette période, bien sûr, comme tout professionnel, j'ai fait ce qu'on appelle un contingency planning, c'est-à-dire on savait que, bien sûr, la situation était tendue, les accords d'Arusha étaient signés, mais on avait quand même des informations, on écoutait la radio des 1000 collines, on faisait traduire les discours de Juvenal Habyarimana, on voyait bien qu'entre Français et qui dit Rwanda, il n'y avait pas vraiment le même message, donc on n'était pas complètement naïf, mais on savait qu'il y allait avoir une vague de violence. Donc, en tant que bons professionnels, nous nous sommes préparés, CICR, à une vague de violence avec des centres de triage, tous les kits spéciaux. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que finalement, le 6 avril, vers 20h, si mes souvenirs sont bons, il se trouve que j'étais au CND, j'étais au Parlement, où il y avait un bataillon du Front patriotique rwandais, avec le chef de délégation, Philippe Gaillard, et un autre collègue, Marco Van Nitut. On était là pour des réunions de travail. Et quand l'avion était abattu, c'était le début d'un chaos. D'un chaos, quand je dis un chaos, c'est-à-dire on s'attendait à une vague de violence, hein, voire à certains massacres, parce que le Rwanda et le Burundi, il y a toute une histoire depuis 1958. Mais là, on a été complètement dépassé par les événements. Et d'ailleurs, au milieu des événements, on ne comprenait pas ce qui se passait. C'était devenu une chasse à l'homme généralisée. Les corps étaient partout. On a réussi à partir du CND par miracle, grâce à notre chef de délégation, Philippe Gaillard. Et tout ce que j'avais préparé comme plan d'urgence, bien sûr, rien n'a fonctionné. Quand je suis allé voir mes collègues de la Croix-Rouge rwandaise, où il y avait un centre de tri, ils avaient tous été massacrés. À l'hôpital central, qu'on avait aussi choisi comme structure, il y avait une chasse à l'homme, de jour comme de nuit. Et donc, c'était impossible de travailler de manière correcte dans cet hôpital. Bon, il a fallu donc on était limité que par notre imagination. On a eu la carte blanche, bien sûr, de faire ce que l'on pouvait, et il a fallu improviser. On était au milieu d'une folie généralisée. Et ce qui est curieux, c'est de voir l'adaptation dans laquelle on peut rentrer. C'est-à-dire que on n'était plus dans un monde réel, on était dans un monde irréel où je me souviens de passer les barrages des Interamwe, hein, où il y avait les machettes, où il y avait le chef qui avait un petit fusil Uzi, et les Interamwe qui nous disaient
Et la Croix-Rouge, là, il faut enterrer les cadavres, ça pue. Alors, des gens qui venaient de tuer. Et moi, je leur répondais, mais va te faire voir, si nous, on n'est pas des fossoyeurs, on est des humanitaires, on va sauver les gens. Donc, on avait des espèces de dialogue de folie, complètement dans un monde, on n'était plus dans le monde réel. Alors, c'est un peu difficile à partager comme sentiment. Mais en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est de trouver une structure, monter un hôpital de campagne chez les sœurs salésiennes de Don Bosco. À côté de la délégation, on a réussi à improviser un hôpital de 200 lits, qui a été l'hôpital, finalement, qui a été respecté. Hein, on a reçu quelques tirs de mortier, hein, mais on peut penser, on était sur la ligne de mire. Les génocidaires étaient autour, on les faisait rentrer à l'intérieur, et tout l'exercice était de garder cette structure neutre et indépendante. Alors, vous voyez, des fois, on me demande qu'est-ce que tu as fait au Rwanda. Moi, je demande aux gens, mais je me demande si je n'ai pas fait un poste de premier secours à Auschwitz ou à Buchenwald. Vous voyez, c'était une espèce de folie où finalement on soignait des gens, alors que si jamais ils devaient sortir de l'hôpital, ils étaient assassinés directement devant la porte. Donc ça ne faisait pas de sens. Le fait qu'on soit resté au niveau purement santé publique pour le jeune étudiant ou le jeune médecin que j'étais de santé publique, on était en dehors de tout standard. On a travaillé en dehors de ce tout standard. Et le fait que le CICR soit resté est peut-être la question de ce jour. Pourquoi le CICR est resté? Pourquoi moi je suis resté? Alors, je vais essayer de répondre à cette question. Mais on a fait beaucoup d'évacuations, on a traversé beaucoup de barrages, des petits subterfuges, exactement comme monsieur l'ambassadeur l'a mentionné. Moi, je me suis aperçu que si je négociais de la bière à l'aller et que je la prenais au retour, parce qu'ils avaient pillé tous les entrepôts des Grecs et des Libanais, eh bien, au retour, on s'engueulait sur le prix de la bière et ils oubliaient de tuer les gens qui étaient dans la voiture. Alors imaginez-vous, on a beaucoup bu, parce qu'on avait beaucoup de bière. Mais enfin, c'était des petits trucs comme ça où il fallait inventer. Voilà, on n'était pas là avec le DIH ou les conventions de Genève et tout ça. Là, on était dans une autre dimension, dans un monde complètement inconnu, où curieusement, on s'est adapté à dialoguer avec ces gens. Parce qu'on dialoguait. Quand j'étais au CHK, c'est le centre hospitalier de Kigali, où personne n'était en sécurité, où il y avait des tueries la nuit, donc on n'a pas pu travailler là. À un moment, je parlais avec une personne qui demandait protection, et je vois une main qui me pousse, et je vois, comme vous voyez, comme un grand smash, comme ferait Federer, et je vois une machette qui arrive, et qui arrive au niveau de la tempe de mon interlocuteur. Et ma réaction, là, c'est « Écoute, attends, je suis en train de lui parler ». Vous voyez, on était dans un monde complètement de folie. Mais ce qui était curieux, et peut-être par rapport à cette époque humanitaire, ça ne s'est pas reproduit, c'est que moi, je ne me suis jamais senti en danger, personnellement. On n'était pas la cible. Ils s'entretuaient entre eux, mais sans que je sois là ou pas là, ou qu'on regarde devant, n'était pas du tout le problème. Il y avait une folie généralisée, tout le monde. Et le Muzungu n'était pas du tout quelqu'un devant lequel on ne devait pas massacrer. On n'était même pas partie intéressante pour eux. Alors, évidemment, dans un tel contexte, la décision de rester, je pense, elle est venue de plusieurs choses. D'abord, je pense qu'on était dans une situation tellement hors norme qu'il n'y avait pas de SOPs, Standard Operating Procedures. Là, c'était tellement énorme ce qui se passait qu'on ne pouvait même plus se retirer. Pourquoi? Parce que si nous nous retirions, tous nos collègues rwandais avec qui nous travaillions auraient été massacrés. On était à la limite condamnés à être des héros malgré nous, parce que à aucun moment je ne me suis posé la question si je devais partir ou pas. Ma femme était là, avec ma petite fille de 3 ans, Marie. Ils ont été évacués par l'armée française 3 jours après le début du génocide. Et moi, je suis resté, mais de manière complètement naturelle. Je pense qu'il y avait une identification au mandat, une fierté d'être ce que j'étais devenu, comme je vous ai expliqué, que même si la situation me paraissait complètement irréelle et en dehors de tout standard, finalement, j'avais aussi un chef qui s'appelait Philippe Gaillard et qui était quelqu'un en qui on avait une confiance énorme. C'était un littéraire, il avait un très très bon réseau, il connaissait très très bien tous les militaires, tous les politiciens, qu'ils soient de
du côté FPR ou du côté Forces armées rwandaises. Donc, effectivement, je pense que c'est un choix éthique. On ne pouvait vraiment pas... J'étais là, n'oubliez pas que l'équipe était là avant. Hein, nous étions là depuis je ne suis pas arrivé j'avais accompagné l'action humanitaire au Rwanda. Après, la chose personnelle, c'est que, évidemment, les émotions sont des émotions d'incompréhension. Moi, je crois que je n'étais même pas dans des notions de dégoût, de colère ou de rage. J'étais juste, je m'apercevais que j'étais dans une situation qui dépassait complètement tout ce qu'on pouvait imaginer. Et ce qu'on a réussi à faire est quand même extraordinaire. Pour garder un hôpital de campagne au milieu d'un génocide, il a fallu inventer des tas de choses. Par exemple, ce qui était important pour nous, on a eu un de ces génocidaires, enfin Noël, qui travaillait avec la radio d'Émile Colline. Il s'est reçu un mortier et il a perdu un pied. Enfin, on lui a coupé le pied. Et lui, par exemple, comme il était interamoué, comme il était génocidaire, on l'a gardé dans l'hôpital. J'aurais pu le libérer, on l'avait soigné, mais non, on l'a gardé parce qu'il nous fallait dans cette structure hospitalière, il nous fallait une représentation mixte, si vous voulez, si on osait. Donc on utilisait ces subterfuges pour garder un équilibre et pour, quand les interamoués, enfin les génocidaires venaient aux portes de l'hôpital, on leur demandait de déposer la machette ou les armes et ils pouvaient voir à l'intérieur qu'il y avait une représentation équilibrée. Et l'équilibre était très, très, très important. Après, c'est évident que on n'avait pas forcément les moyens de notre politique. Ouvrir un hôpital, on a reçu de l'aide de Médecins sans frontières, heureusement. On avait une seule équipe parce que c'était tellement dangereux qu'on ne pouvait pas avoir une seule équipe. Donc vous imaginez le triage qu'il a fallu faire. Hein, beaucoup de blessés, on ne pouvait pas les soigner. Donc il fallait alléger leur souffrance. C'était une situation très, 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 très lourde. Et pour terminer, quand je suis revenu à Genève, ça a été très difficile de partager tout ça. Parce que raconter l'indicible, c'est pas évident. À l'époque, il n'y avait pas de soutien psychologique. Je pense que il y avait les balbutiements et on nous a demandé, tiens, tu veux discuter, tu veux parler. Et puis, bien sûr, j'ai fait ce qu'il ne faut absolument pas faire. J'ai dit non, je suis un cow-boy, je suis un homme, même pas mal, tout continue comme avant. Donc, non seulement j'ai continué, et je suis même retourné au Rwanda au mois de juillet, pour des raisons complètement incompréhensibles. Et ce qui est curieux, c'est que l'institution m'a laissé repartir. Mais bon, c'était une autre époque. Et je pense que c'est à partir de là où on a réussi à construire plus d'accompagnement pour les humanitaires. Et la question, c'était, si c'était à refaire, est-ce que je le referais ? Dans le contexte actuel, dans le CICR de l'époque, hein, où il y avait quand même l'humanité, l'humanisme, la gestion au niveau familial, la relation, la confiance dans le leadership, la confiance dans l'institution était très, 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 très forte. Oui, je le referai. Après, dans un CICR actuel, je pense que la question mériterait d'être posée. À la limite où, à l'époque, moi j'étais délégué et très fier d'être délégué, et on avait une mission. Et c'était quasiment spirituel, cette mission. Hein. Voilà, donc c'est maintenant l'humanitaire change. Les délégués deviennent des salariés, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et l'hypertechnicisation et la communication à outrance. Et voilà, on était plus humble et une approche plus familiale qui nous a permis de faire un grand travail d'équipe. Alors je mentionne tous les volontaires de la Croix-Rouge, hein, rwandaise, qui beaucoup sont morts de manière complètement anonyme, tous nos collègues qui finalement on a tous adhéré derrière un chef, derrière une institution, derrière un mandat, derrière une mission. Et voilà, je ne dirais pas que c'était le bon vieux temps, mais c'était une époque où finalement, peut-être c'était de l'insouciance ou de l'inconscience, mais on ne se posait pas vraiment la question si on devait y aller, parce que l'organisation
faisait qu'on avait une grande confiance dans notre organisation. Je vous remercie.